Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ce dernier jour du Festival de géographie, on va prendre le temps de s'intéresser à un philosophe qui a inspiré d'une manière peut-être différente ou pas nos trois invités. Tout d'abord, bonjour Monsieur le Président, Gaspard Koenig. On prendra quelques minutes tout de même sur le festival que vous avez vécu depuis vendredi et sur cette thématique terre, qui est quand même une thématique qui intéressait fortement Élisée Reclus et qui vous a aussi beaucoup interrogé de votre côté en tant que philosophe qui mettait, je crois, depuis quelque temps maintenant vos pas dans ceux d'Élisée Reclus, entre autres. À votre côté, une géographe. Alors, vous les présenterez, vous expliquerez pourquoi, parce que ce sont vos invités et c'est votre carte blanche. Donc, vous expliquerez aussi pourquoi vous avez eu envie d'être accompagné par Martine Drose, qui est géographe et chercheur aussi au CNRS et qui s'intéresse, vous intéressez au territoire, entre autres choses, et on verra en quoi la géographe que vous êtes est aussi inspirée par Élisée Reclus et à quel endroit, parce qu'Élisée Reclus a quand même une facette assez large de la nature en passant par les animaux jusqu'à la politique. On verra ce qui est peut-être le plus intéressant pour vous, Martine Rhodes. Et puis Cédric Villani, mathématicien, mais aussi fervent amoureux de la nature, écolo, je peux le dire comme ça. Puis je crois que vous êtes allé marcher ce matin cueillir des champignons à Saint-Dié-des-Vosges. Les cueillir, non, parce qu'on n'était pas complètement sur notre coup. On était tous les trois en balade, mais on les a admirés. D'accord, pas osé les cueillir. Martine, vous étiez de la partie aussi ce matin, d'accord, ok. Gaspard Koenig, je vous laisse la parole pour expliquer pourquoi vous avez eu envie d'être entouré par Martine Drose et Cédric Villani pour parler d'Élisée Reclus. Bonsoir à tous. Et puis, d'abord, j'étais vraiment très honoré et heureux non seulement de présider ce festival, mais surtout d'y participer pendant 2 jours et de voir autant de gens intéressés par ces thèmes. Et c'est vrai qu'on se sent plus appartenir, après 2 jours ici, à une sorte de communauté de gens qui ne pensent pas tout à fait pareil, mais enfin quand même dans la même direction, et que ça fait du bien, parce qu'on se sent parfois un peu esseulé dans le milieu intellectuel plus large quand on aborde ces thématiques. Les gens vous disent mais pourquoi parler des vers de terre, mais pourquoi parler du sol, mais tout est pétainiste, enfin voilà. Voilà, donc c'est évident, c'est des remarques que j'ai pas entendues ici. Et donc moi j'aime bien aussi c'est un peu ce qu'on a fait hier quand on a fait une conférence lecture, on lisait des textes des autres. Je trouve intéressant les conférences qui, au lieu de simplement interroger un auteur sur son propre livre, le font raisonner avec d'autres textes qu'il peut lire ou d'autres auteurs. Et en l'occurrence, s'agissant d'Élisée Reclus, que j'avais envie de mettre en valeur pour terminer ce festival, parce que c'est un géographe, mais c'est aussi un anarchiste et un penseur politique. Et à mon sens, le premier philosophe qui a parlé explicitement de l'humus et du rôle de l'humus. En tout cas, j'en ai pas trouvé avant. Et donc, j'avais envie d'être accompagné, évidemment, d'une géographe, puisque Élisée Reclus est avant tout, peut-être, Martine, tu le diras mieux que moi, le fondateur pas de la géographie, mais enfin, disons, de la géographie populaire, de la géographie comme science d'une époque. Et avec Martine, on se connaît depuis nos études, et surtout, elle vient de co-diriger les lieux communs, qui est une sorte de vaste encyclopédie des lieux géographiques d'aujourd'hui, donc ça me semblait particulièrement propice. Et puis avec Cédric, nous avons commencé par parler ensemble d'intelligence artificielle, avant de conclure que ce sujet était intéressant, mais finalement assez secondaire, et que de toute manière, dans 20 ans, on cherchera de l'eau potable et des sols fertiles, et que plus personne ne parlera d'intelligence artificielle, qui est quand même le luxe pour époque surabondante. Et puis, au fil de cette discussion, je me suis aperçu que toi aussi, tu lisais Élisée Reclus. Et voilà, comme nous avons engagé cette conversation, c'était l'occasion de la prolonger avec un scientifique, en sachant d'ailleurs que Reclus accorde une grande importance aux sciences, aux savants, aux mathématiques de son temps, et qu'il allie un vocabulaire souvent assez poétique, un style très littéraire, avec une connaissance très pointue des sciences les plus contemporaines et un vrai respect pour le progrès de la raison et des sciences.
Je vais faire le tour de table du coup, parce que vous consacrez un gros chapitre, vous Gaspard Koenig, dans votre dernier ouvrage à Élisée Reclus, expliquant qu'effectivement c'est un des premiers philosophes qui aborde la question de l'humus et surtout le rapport entre la terre et le vivant. On y reviendra aussi. Donc on voit, et vous l'écrivez, pourquoi et comment vous êtes accompagné par sa pensée. Martine, je serais bien curieuse de savoir, vous, à quel moment vous avez commencé à le lire ou à connaître la pensée d'Élisée Reclus. Merci. Merci pour la présentation, l'introduction. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être formée à Lyon, où officiait un des spécialistes de Reclus, un grand lecteur de Reclus qui était Philippe Pelletier, et qui, dès les premières années de formation en géographie, présentait ce penseur et cette façon d'articuler la relation entre l'homme et la nature autour de concepts comme la collaboration ou le travail, mais dans une perspective qui n'était pas une perspective de conservation. Donc ça, c'était assez intéressant aussi, à un moment où peut-être on parlait beaucoup de patrimonialisation, on commençait à évoquer ces questions-là, et avec Reclus, on était introduit à peut-être une façon un peu plus assez différente, moins conservatrice, vraiment au sens littéral. Et le deuxième aspect qui, moi, m'intéressait beaucoup dans Reclus, c'est la façon dont il écrit. Et donc j'ai pris là la réédition de l'histoire d'une montagne et d'un ruisseau que tu as évoqué hier. Et c'est une écriture, moi, que j'aime beaucoup parce que c'est une écriture sérielle où on retrouve des petits morceaux en fait de territoire qui sont décrits. Et chaque chapitre est un élément, je sais pas, la neige, voilà, l'avalanche, le glacier, donc la montagne est décrite comme ça. Et c'est ce qui nous a inspiré aussi pour concevoir le format du livre Nos lieux communs, avec d'autres lieux, mais sur le modèle de cette écriture sérielle où chaque chapitre est un lieu. On viendra d'ailleurs sur la question des lieux, du territoire, le rapport entre la ville et la nature. Élisée Reclus posait aussi la question de renouer avec la nature pour peut-être être plus ouvert à l'autre. On y reviendra parce que je pense qu'effectivement ça vous intéresse beaucoup en tant que géographe. À quel moment un mathématicien rencontre Élisée Reclus, Cédric Villani ? Eh bien moi, c'est pas du tout en tant que mathématicien que je l'ai rencontré. Mais ça aurait pu, j'y reviendrai. Et je me souviens très bien, mon premier contact avec Élisée Reclus, c'était fort tardif, j'avais passé la quarantaine. Et à cette époque-là, je discutais avec les gens qui s'occupaient de préparer le dossier pour l'exposition, candidature de la France à l'exposition universelle. À une époque, c'était en compétition avec le projet des Jeux Olympiques, puis c'est les Jeux Olympiques qui ont gagné. Et le Globe. Et Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly, qui était un des fervents promoteurs de l'exposition universelle, me dit dans une réunion ça. Et on a un super projet, le clou du spectacle, ça sera ce Globe d'Élisée Reclus que Reclus avait prévu pour l'exposition universelle de 1900, mais qui n'avait pas eu de fabriqué, tout ça. J'ai dit, ah ouais, d'accord, j'ai fait semblant de connaître Élisée Reclus. Bon, après, je me suis documenté et tout ça. Bon. Avec Fromentin, c'est magnifique, parce que quelques années plus tard, donc ça c'était en 2015, et quelques années plus tard, engagé dans l'action politique, en 2019-2020, quand je suis à fond dans le sujet animal au sein du groupe dissident, comme on l'appelait alors, Écologie, Démocratie, Solidarité. On était quelques-uns déçus du groupe majoritaire à avoir fait sécession et à porter nos sujets. Et j'avais été en charge de la loi sur le bien-être animal, la condition animale. Et j'avais lu quantité d'auteurs qui parlaient d'animaux. J'avais lu Peter Singer, j'avais lu Fontenay, j'avais lu, et y compris les contemporains polémiques, les Émeric Caron et autres. Et je retrouve Élisée Reclus ici et là comme une référence. Je me dis, ben oui, mais il faut que je potasse Élisée Reclus directement. Alors, être à la fois une référence de Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly, et de Émeric Caron, l'antispéciste engagé à la France Insoumise, c'est un peu un exploit. Mais ça vous montre le panel qu'Élisée Reclus arrive à remplir.
Et donc je me suis plongé là dans Élisée Reclus et en lisant aussi bien ses ouvrages, l'histoire d'une montagne, l'histoire d'un ruisseau, que des ouvrages qui ont été écrits sur lui. J'en ai pris quelques-uns avec moi ici. L'ouvrage Jean-Didier Vincent dit Élisée Reclus, géographe, anarchiste, écologiste. Et effectivement, un géographe, un très grand géographe, décoré, récipiendaire de tous les prix internationaux possibles, qui a fondé des disciplines de géographie, mais aussi anarchiste, un grand anarchiste, l'un des grands théoriciens de l'anarchie, l'un de ceux qui ont écrit les plus belles pages sur ce que c'est que le projet analytique le projet politique de l'anarchie, et écologiste, et un précurseur dans lequel on trouve des accents et des préoccupations qui résonnent de façon extrêmement moderne. Ici, j'en ai un autre, Élisée Reclus, La passion du monde, par Hélène Sarrazin, et c'est vraiment ça. Élisée Reclus, passionné par le monde, et qui a une grande cohérence dans tout son engagement, qui va à la rencontre du monde, qui l'arpente, qui aime bien sensuellement plonger ses mains dans la terre, se retrouver au milieu des éléments déchaînés. Dans sa formation et le voyage de jeunesse qu'il entreprend en Amérique du Sud, Hélène Sarrazin raconte de façon très théâtrale le moment où il se retrouve perdu dans un coin où il n'aurait pas dû aller parce qu'il est soumis à de très violents orages. Il est paumé, il est tout seul avec un petit chien qu'il a sauvé de la noyade quelque temps auparavant et qu'il garde avec lui. Il a son amour des bêtes. Il se retrouve tout seul sous un grand orage et il raconte que nu comme un satyre, il se retrouve à aller récupérer le chien, aller se sauver, se mettre à l'abri, et là, dans une sorte de cérémonie de mariage orgiaque avec les éléments, c'était le point de départ de son œuvre érudite. Donc, il y a ce Élisée Reclus est un personnage extraordinaire. Mais pour avancer, je vais citer une petite anecdote qui permettra après de broder dans la suite. C'est ce qu'on trouve et qui est complètement atypique pour un savant prestigieux qui a écrit des dizaines d'ouvrages traduits dans toutes les langues, lauréat des prix du Grand Prix American Geography, tout ça. Donc l'anecdote, c'est au moment où il est jugé, emprisonné et jugé pour sa participation aux émeutes à la Commune, où il a tiré quelques coups de fusil sans vraiment tuer qui que ce soit, mais où il a participé, et les actes, son accusateur dit « Monsieur Reclus, votre père était pasteur, votre famille est très connue comme ayant fait le bien, vous avez, depuis que vous avez été capturé, vous avez eu une conduite exemplaire, vous avez enseigné les mathématiques à vos partenaires de détention, et je donne tous ces éléments pour bien montrer que vous êtes a priori d'une grande moralité. Et genre ensuite, c'est encore qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère avec les révolutionnaires qui veulent la mort de l'État. Et donc cette figure à la fois du savant, grand savant à renommée internationale, mais qui participe à la Commune, qui se fait arrêter, qui échappe à la déportation en Nouvelle-Calédonie grâce à l'intervention de savants du monde entier, dont Darwin lui-même qui a écrit en sa faveur, et qui, quand il est emprisonné, trouve le moyen d'enseigner les mathématiques, qui n'était pas sa spécialité, mais dont il avait des lumières, à ses co-détenus. Avec à la fois en montrant, même quand il est emprisonné, réalisant son idéal d'éducation populaire et dire voilà, il y a les maîtres, les élèves, c'est mon devoir de leur transmettre les clés. L'un des grands idéaux anarchistes aussi, l'éducation, façon de donner les clés et l'autonomie et finalement la liberté à la personne à qui on enseigne. Voilà pour la mise en jambe sur Élisée Reclus et les différentes facettes qu'on va retrouver. On reviendra sur le côté politique, c'est peut-être pas un peu pas la fin, mais c'est l'engagement, et c'est ce sur quoi il écrit le moins presque, son engagement politique, c'est ce que vous dites aussi Gaspard Koenig, mais il a effectivement un engagement politique, et celui, si on pouvait le résumer ainsi, c'est redonner le sentiment de la nature aux hommes, c'est vraiment son ambition, sa volonté. Quel serait l'engagement d'un Élisée Reclus aujourd'hui en 2024 dans ce monde politique? Alors je saute peut-être les étapes prévues, mais puisqu'on était sur la politique, autant se poser cette question-là. Alors pour répondre à cette question, je vais revenir sur l'expérience de la forêt amazonienne, qui est quand même une expérience un peu traumatique chez Élisée Reclus, parce que c'est orgiaque, mais il dit que c'est quand même un peu conservateur. Il dit il y a dans cette forêt amazonienne, il y a dans la nature sauvage un élément conservateur qui ne le satisfait pas tout à fait. Et donc c'est pas du tout un philosophe du réensauvagement. C'est pas du tout quelqu'un qui veut laisser pousser la forêt primaire et la regarder avec émerveillement. C'est au contraire un écologiste qui alors condamne, d'ailleurs de manière assez novatrice pour son époque,
l'action néfaste de l'homme sur la nature, la manière dont on l'anthropise, les chalets dans les montagnes, les débuts de ce que seront les stations de sport d'hiver ou des stations estivales. Enfin, donc il voit très très bien tout ça, la manière aussi dont on réduit le nombre d'espèces quand on cultive des champs de manière trop conventionnelle, alors qu'on est quand même seulement à la fin du 19e siècle et que les semences paysannes n'ont pas encore été interdites. Donc il voit très bien tout ça, il le condamne, mais il estime qu'il faut œuvrer au progrès de la civilisation. Donc tout ce vocabulaire qui paraît presque un peu naïf des Lumières sur le progrès, sur la science, sur la raison, il l'assume complètement, avec toujours d'ailleurs une sorte d'espérance, de positivité. Enfin, c'est des textes qui sont toujours pleins d'allégresse parce qu'il dit de toute façon ça ira mieux plus tard, et puis il faut avoir des utopies, et puis dans 50 ans tout sera résolu, et puis l'humanité va dans la bonne direction. Ce qui fait quand même plaisir à entendre dans un discours écologiste qui par ailleurs constate les problèmes que pose l'homme. Mais il dit on ne va pas faire ça en réensauvageant la nature, on va faire ça au contraire en civilisant la nature. Il dit ça, il dit l'homme et la nature doivent faire partie du même processus de civilisation, qui vaut pour l'animal aussi. Et donc dans le rapport de l'homme à l'animal, on en reparlera sans doute avec Cédric, mais il ne s'agit pas de laisser l'animal sauvage, il s'agit de le rendre plus utile, non pas à nous-mêmes, mais à lui-même. Et donc on peut le rendre, l'animal, par l'action de l'homme, on peut le rendre plus fort, on peut le rendre plus beau, on peut le rendre plus intelligent. Moi, je monte beaucoup à cheval et je pense que quand on fait une vraie bonne séance avec un cheval, le cheval, en fait, il est content, il a appris quelque chose, il a trouvé un mouvement qui lui fait plaisir et on le voit qu'il est détendu. On peut aussi rater sa séance, mais on peut améliorer quelque chose. Et ce qui vaut pour l'animal vaut pour donc le sol et vaut pour la nature elle-même. Il dit l'homme, ce qu'il a défait, il peut aussi le refaire. Et il peut le refaire en mieux. Et il peut le refaire en mieux selon les critères de la nature elle-même. Et les critères de la nature elle-même, c'est quoi? C'est la diversité des éléments et la solidarité qui va émerger entre eux. C'est pour ça que Reclus est un ami de Kropotkin. Et Kropotkin, c'est le darwinien qui considère que l'évolution naturelle n'est pas compétition, mais essentiellement coopération entre les différentes espèces vivantes. Ce qui veut dire que politiquement, il va considérer que la société doit pouvoir progresser comme un écosystème. Et donc, que les individus doivent pouvoir exprimer entre eux une solidarité qui correspond à la solidarité des éléments qu'il va trouver dans la nature. Et c'est là qu'on voit se dessiner l'idéal anarchiste, qui est un idéal irréfutable quelque part. Évidemment que tout le monde aimerait vivre dans cette société où les individus sont égaux et respectés, et où, au fond, il n'y a pas de loi parce qu'il n'y a même plus besoin de loi. Et Rousseau le disait déjà dans le contrat social, c'est pour un peuple de Dieu. C'est quand le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif se confondent dans les mêmes personnes que sont les individus qui forment l'Assemblée première. Mais voilà, c'est une utopie qu'il assume comme telle et qui lui permet de tisser ses correspondances entre l'action de l'homme dans la nature et la manière dont l'homme doit devenir. Il le dit d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est tout à fait la philosophie des soulèvements de la Terre aujourd'hui. Il dit que l'homme doit devenir conscience de la nature. Conscience de la nature ou nature qui prend conscience d'elle-même, dit-il parfois. C'est pour ça que les soulèvements de la Terre s'appellent les soulèvements de la Terre et pas les soulèvements de l'homme pour la Terre. Mais ça donne aussi à l'homme une responsabilité dans l'ordre naturel. Donc il ne s'agit pas de dire il faut devenir plus modeste, il faut reprendre un rôle, il faut se ratatiner, il faut laisser faire les éléments. Non, pas du tout. C'est oui, nous avons cette intelligence qui nous permet de comprendre les circuits de coopération et de solidarité qui sont peut-être plus instinctifs au niveau naturel. Et donc il faut assumer cette place que nous donne notre intelligence, qui est quand même le fruit remarquable de l'évolution naturelle. Et il faut en faire bénéficier la nature, les animaux et le reste de la société en tissant ces liens les moins normés possibles. Et c'est quand même l'anarchie, c'est tout de même un refus profond de la loi centrale, pas de toute loi, mais de la loi centrale. Je crois qu'il dit à un moment donné, d'ailleurs ces textes sur l'anarchie sont à la fois très simples, très, très sobres. Il dit c'est le refus de toute institution. Voilà, on rejette toute institution. Tout ce qui compte, c'est qu'on organise en commun, y compris d'ailleurs à travers des entreprises qu'il imagine sous une forme coopérative, mais dont il ne remet pas en cause le principe et le principe même, le principe économique. Juste en illustration de ce que vient d'énoncer Gaspard, texte de jeunesse d'Élysée, 1851, donc il a 21 ans. Notre destinée, c'est d'arriver à cet état de perfection idéale
où les nations n'auront plus besoin d'être sous la tutelle d'un gouvernement, c'est l'anarchie, la plus haute expression de l'ordre. Il y a une discipline dans l'anarchie qui est très... Mais d'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment s'organisent des communs. Quand vous lisez pour de vrai Elinor Ostrom, et qu'elle montre comment les communs s'organisent par rapport, par exemple, à des bassins versants hydrauliques. Vous devez bien connaître Martine. Et ce qu'elle raconte très bien, en regardant notamment les bassins d'Andalousie, qui sont une expérience vraiment d'anarchie, puisque les gens qui utilisent l'eau, tous les habitants se réunissent pour discuter de l'usage, c'est à quel point c'est discipliné. Parce que ce sont des normes évolutives, ce sont des normes construites en commun, c'est le fruit de la coopération spontanée, mais c'est tout sauf laxiste. Parce que comme c'est une question vraiment de survie par rapport à une ressource rare, les normes sont respectées et sont imposées socialement, de manière quand même assez dure. Donc en effet, c'est un ordre très solide aussi, parce qu'il est très pérenne, puisqu'il est accepté par tous et incorporé par tous. Et ici, je vais... puisque Gaspard a mis sur le thème de la rigueur et la discipline, parler un petit peu du rapport d'Élisée à cette discipline. D'abord, cadre familial, je vous parlais du père pasteur, famille extrêmement religieuse. Il y a des anecdotes qui sont savoureuses dans la façon dont c'était dans la famille Reclus. L'une d'entre elles nous raconte comment, un jour, une voisine avait apporté une noix à rôtir à la mère Reclus et qu'elle avait préparé ça, et les petits-enfants qui n'avaient pas du tout l'habitude d'un tel festin se léchaient les babines en voyant arriver l'animal rôti, et le père arrive et dit « Femme, quel est ce plat ? Ah, c'est madame une telle qui nous a apporté une noix. Femme, va la donner à quelqu'un de plus pauvre que nous. » Et hors de question de manger ça. Une autre fois, le père Reclus se ramène à la maison et dit « Femme, écarte les enfants » parce qu'il avait légué son pantalon à un mendiant dans la rue et lui-même... Donc c'était la protestantisme, la plus grande rigueur et tout ça. Alors Reclus a renié la foi et s'est déclaré athée, mais a gardé une rigueur extraordinaire avec lui dans son comportement, devenant végétarien de façon consciente et résolue à une époque où ce n'était pas du tout théorisé, et allant jusqu'à, par exemple, demander dans ses dernières volontés à être enterré en fosse commune. Donc une extraordinaire rigueur qu'il a imposée dans toute sa vie à soi, et qui pour lui allait aussi avec une défense rigoureuse et sans faille de l'anarchie. La rigueur ne devant pas venir des lois, mais des capacités des humains eux-mêmes. Est-ce qu'on peut rester juste sur l'enfance, parce que vous parlez de la rigueur du père protestant, et une rigueur, je crois qu'à tel point qu'il a même été tellement radical dans sa façon d'être protestant qu'on l'a aussi remercié. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est la mère institutrice qui s'est occupée après de trouver l'argent pour la famille. Mais il y a eu des études en Allemagne faites par deux des fils Reclus, Élie et Élisée Reclus. Et est-ce que le goût de la nature et de la marche est venu de ça aussi? Parce que si j'ai bien tout lu et tout compris, il y a un retour à pied qu'ils font tous les deux d'Allemagne jusque chez eux, et c'est peut-être avec cette marche-là et cette découverte de la nature qu'ils ont eu leur premier, je sais pas, ressenti ou sentiment de la nature. En tout cas, ça lui donne une méthode, et cette méthode, c'est que le sentiment de liberté vient du contact avec la nature. Et ça, c'est quelque chose qui est non seulement une expérience personnelle, mais qui devient un programme politique. Et c'est l'occasion de vous lire un texte du début de l'histoire d'un ruisseau. Donc l'histoire d'un ruisseau, il se balade de la source à l'embouchure d'un ruisseau, et il raconte ce qu'il voit, et c'est très, très vivant, très marrant, et très, très littéraire. Et donc il raconte un peu comment les enfants, comment nos enfants qui sont dans une école déjà républicaine, mais pour lui beaucoup trop rigide, je pense que ça peut toujours s'appliquer à l'école d'aujourd'hui, peuvent et doivent retrouver le goût de la liberté de manière extrêmement concrète quand ils sont en grandes vacances. Et il dit, voilà, après les 10 mois de chaîne, donc les 10 mois d'école, voici les heureux jours des vacances. Les enfants reprennent leur liberté, ils revoient la campagne, les peupliers de la prairie, les grands bois, la source déjà parsemée des feuilles jaunies de l'automne. Ils boivent l'air pur des champs, ils se font un sang nouveau, et les ennuis de l'école seront impuissants à faire disparaître de leur cerveau les souvenirs de la libre nature. Que le collégien sorti de la prison, sceptique et blasé, apprenne à suivre le bord des ruisseaux, qu'il contemple les remous, qu'il écarte les feuilles ou soulève les pierres pour voir jaillir l'eau des petites sources,
et bientôt il sera redevenu simple de cœur, jovial et candide. Ce qui est vrai pour les enfants et les jeunes gens ne l'est pas moins pour toutes les nations, encore dans leur période d'adolescence. Par milliers et par milliers, les pasteurs des peuples perfides et pleins de bonnes intentions se sont armés du fouet, du sceptre, ont répété de siècle en siècle des formules d'obéissance. Mais heureusement, tous ces maîtres qui voulaient asservir les autres hommes par la terreur, l'ignorance ou l'impitoyable routine n'ont pas réussi à créer un monde à leur image. Ils n'ont pas su faire de la nature un grand jardin de mandarins chinois. Et la terre, par la magnificence de ses horizons, la fraîcheur de ses bois, la limpidité de ses sources, est restée la grande éducatrice et n'a cessé de rappeler les nations à l'harmonie et à la recherche de la liberté. Et ça, c'est vraiment son programme politique. C'est en fait, si vous voulez être à la fois écologiste ou libertaire, ou les deux à la fois, il faut faire comme il a fait pendant cette marche, mais comme il a fait toute sa vie, parce que sa géographie est une géographie randonneuse, baladeuse, il faut y aller, comme on a fait tous les trois ce matin pour se mettre dans l'ambiance. Élysée Reclus. Et c'est aussi son programme politique dans un petit texte qui a été réédité récemment, qui s'appelle, je crois, de sentiment de liberté, voilà, dans les sociétés modernes, où il explique que face au ravage intellectuel en fait de l'industrialisation, parce que comme c'est un philosophe du milieu, un géographe, il dit c'est le milieu qui constitue l'esprit, et dans des milieux urbains ou d'ailleurs dans des milieux campagnards, mais où le poids des habitudes et de l'industrie est fort, eh bien, on apprend la servitude. Ça apprend la servitude. Et c'est vrai qu'être citadin, c'est apprendre à obéir en permanence, parce que pour gérer autant de gens dans un espace aussi petit, il faut un nombre de règles absolument colossal à respecter pour survivre. Et donc, le sentiment de nature dans les sociétés modernes, ça me fait penser, alors pour revenir à un sujet très très pratique, mais la Fabrique écologique dont nous parlions avec Cédric a publié il y a 3 jours une note sur l'éco-sensibilité disant le cœur de toute politique écologique, avant même parler de s'il faut une taxe carbone, s'il faut une transition agroécologique, tout ça, pour que ça soit accepté, acceptable, pour que ça soit désiré, doit passer par une éducation de la sensibilité à la nature qui peut se faire en ville. Et Reclus n'oppose jamais l'urbain et le rural. Il considère qu'on peut ne rien voir de la nature en milieu rural et qu'on peut au contraire construire des villes-jardins, puisqu'il reprend le terme qui, je crois, déjà en vogue chez les géographes de l'époque, qu'on peut construire des villes-jardins un peu autosuffisantes, avec plein de potagers partagés, avec plein de végétalisation, avec des ceintures maraîchères, comme à Paris d'ailleurs au milieu du 19e siècle, qui étaient presque autosuffisants en reprenant les engrais des déchets de la ville et en ramenant des légumes aux halles. Et que ce geste et cette promenade quotidienne dans la nature doit servir d'éducation, et que c'est cette éducation qui peut permettre ensuite de constituer un projet politique, mais certainement pas en sens inverse. On va rester sur ça avec Martine, mais juste pour vous lire, vous aussi, Gaspard Koenig, vous écrivez « Reclus nous laisse une consigne sans équivoque et supérieure à toutes les stratégies politiques. Allez vous promener, un peuple de marcheurs ne saurait être esclave. » C'est ce que vous venez de dire. Et pour revenir sur la ville, pour vous lire encore, puisque faisons le jeu des lectures, et moi j'ai eu la chance de lire votre dernier ouvrage, vous dites, pour le géographe qui est Reclus, le milieu forme l'esprit, la vie citadine avec son besoin constant de règles pour gérer la coexistence dans un espace réduit, des habitudes de la liberté. En ville, on passe son temps à obéir, on s'habitue à suivre la foule et à surveiller ses voisins, on accepte que les portes soient fermées, celles des immeubles derrière leur digicodes comme celles des jardins publics. À la nuit tombée, on évite les pas de côté. Alors forcément, je me tourne vers la géographe, puisqu'on fait mention de cette part géographique d'Élysée Reclus. Martine Drotz, votre réaction, et je crois que vous avez aussi une lecture à nous proposer. Oui, oui, c'est intéressant parce que c'est la ville et finalement c'est un exemple de géographie qui enferme, de construction de l'espace en fait qui peut être contraignante et qui enferme, et la géographie comme pratique et surtout comme pratique d'écriture, pas forcément comme une pratique scientifique, et pour Élysée Reclus une pratique émancipatrice. Et c'est dans le langage, par le langage et par la description que l'attachement à la nature peut se constituer, et notamment par un sujet qui t'intéresse grandement, Gaspard, tu nous en parleras peut-être, qui est la question de la toponymie. Donc contre l'adressage, qui est la numérotation, le quadrillage du territoire, et finalement une forme d'enfermement
par le chiffre, il y a une autre façon de décrire les territoires, de décrire les lieux. Et c'est ainsi, 15 ans après le premier texte que nous a lu Cédric, dans sa géographie universelle qui s'appelle « La Terre, description des phénomènes de la vie du globe », dans le chapitre 3, qu'il décrit les montagnes. Et c'est l'autre sujet du FIGE. Et je lis un peu ce passage sur la dénomination. Formes diverses des montagnes, pauvreté des langues, polissées pour dépeindre l'aspect des monts, richesse de l'espagnol et des patois des Alpes et des Pyrénées, briques, break, pelve, tuc, truc, tuc, tus, tos, pic, pic, aiguille, barre, dent, corne, caire, tête taillante, tour, peine, bougne, dôme, soum, culme, turon, serre, motte, puits, etc. La raison de la pénurie des termes géographiques précis est facile à comprendre. Les villes, où se sont graduellement polissées les langues, sont situées pour la plupart dans des régions de plaines ou de coteaux faiblement ondulés. Bon, il y a un effet de la géographie sur la capacité à décrire, mais au-delà de ça, il y a aussi une célébration en fait des patois, des langues locales qui décrivent les entités et qui font pleinement partie du travail géographique, de la pratique géographique, qu'on oublie parfois, parce qu'il y a évidemment dans la géographie une évolution vers une quantification, donc des productions de connaissances qui sont abstraites dans un langage formel, qui serait partagé, universel. Mais Élisée Reclus dit non, en fait. Le travail de la géographie, c'est aussi celui de faire connaître cette diversité sémantique, d'écrire en fait cette diversité sémantique par laquelle on décrit l'espace. Et il conclut ainsi: mais la plupart de ces mots restent ignorés. Rien ne prouve mieux combien les sociétés modernes ont encore pour idéal une vie artificielle, étrangère à la nature. Heureusement, il s'opère graduellement une sorte de reflux. Séduits par la beauté des cimes qui les effrayaient jadis, les voyageurs se portent maintenant en foule vers les montagnes. Et donc c'est vraiment la pratique de la marche et aller dans la nature, comme tu le disais Gaspard, qui permet quelque part aussi de se civiliser et de civiliser des populations qui ont peur en fait finalement de ces territoires. Ils apprennent à les connaître, à les aimer et à les décrire. Les langues s'enrichissent en même temps que les connaissances scientifiques. J'aimerais bien rebondir juste puisqu'on parle de politique publique, sur ce qu'aurait fait ou ce qu'aurait dit Élisée Reclus aujourd'hui, sur le fait qu'on a assisté dans ces 2 dernières années, du point de vue de la promenade et de la toponymie justement, à 2 régressions absolument scandaleuses pour moi. La première, ça a été la loi en grillagement qui a été votée il y a 1 an et demi, 2 ans. Et cette loi en grillagement, alors qui partait de bonnes intentions puisqu'il s'agissait de doter les grands grillages de Sologne pour que la faune puisse traverser, donc ça c'est très bien. Et en contrepartie, les propriétaires solognotes, mais ça s'applique à tout le territoire, ont obtenu que le fait désormais de se promener sur des terrains privés, forestiers ou ruraux, soit délictualisé et donc passible aujourd'hui d'une contravention de 120 € d'amende. Alors qu'auparavant, c'était une sorte de zone grise du droit. Et évidemment, comme toute loi un peu absurde, eh bien, certains s'en emparent. Et donc, vous avez des propriétaires qui ont fermé des massifs de 600 hectares, embaucher des gardes assermentés qui ont donc le pouvoir de police de mettre des amendes à des gens qui se promenaient sur des chemins qui étaient autrefois des chemins coutumiers. Et là, il y a une forme de claustrophobie qui s'instaure parce qu'on nous dit, bah oui, mais vous n'avez qu'à prendre les GR. Effectivement, il y a beaucoup de GR, il y a même pire que les GR, il y a les voies vertes qui sont les seules voies non vertes de la campagne. Parce que la voie verte, c'est vraiment la campagne qu'on aménage pour surtout ne pas en avoir peur, pour que ce soit bien bitumé avec des bancs et des indicateurs et des codes QR pour savoir où on est. La notion même de voie verte est une contradiction dans les termes, quelque part. Et donc, on est en train, avec ce genre de dispositif, de réduire la nature à un circuit touristique extrêmement encadré, extrêmement normé, et où prendre un chemin de traverse devient un risque impensable, y compris d'ailleurs un risque légal, et où donc le promeneur qui fait peut-être la chose la plus saine et la plus évidente pour un être humain, qui est de se promener dans une nature qui, je pense quand même, on peut le dire, nous appartient à tous, devient en fait un délinquant en puissance et puis a peur de la réaction. Et ce n'est pas une fatalité puisque dans des pays extrêmement voisins, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Oui, parce que vous en avez fait l'expérience. Moi, j'en ai fait l'expérience quand j'ai traversé l'Europe à cheval. Je suis arrivé en Allemagne et là, je n'avais plus de sentier de randonnée. Il n'y avait plus rien sur la carte.
Et comme on était déjà dans les préales, je me suis dit, ça va être quand même un peu dur. Comment je vais savoir où ça passe Et puis je me suis aperçu qu'en fait, tous les chemins sont ouverts. Tous les chemins sont ouverts parce que la loi fondamentale allemande précise que Eigentum verpflichtet, que la propriété oblige. La propriété donne des obligations et pas seulement des droits. Et que parmi ces obligations figure dans la plupart des États, des Länder, l'obligation pour les propriétaires d'ouvrir et de rendre accessible et d'entretenir les chemins. Alors, pas son jardin, il y a une jurisprudence évidemment, parce qu'il est juste en face de chez vous, mais enfin, à partir du moment où vous avez un domaine, voilà, un domaine rural ou forestier. Et donc, c'est une... L'Allemagne, ce n'est pas un pays, je veux dire, délirant sur le plan politique, c'est un pays ordolibéral qui justement considère que eh bien, le territoire doit faire l'objet d'une sorte d'appropriation commune à travers la possibilité d'y marcher et de marcher partout. Les anglo-saxons ont ce qu'ils appellent the right to roam, le droit à l'errance, très joli, qui fait que dans la campagne, et pour lequel d'ailleurs se sont battus le mouvement des roamers au début des années 2000, et qui fait que dans la campagne anglaise, globalement, vous avez des petites barrières un peu partout que vous pouvez franchir. J'ai même eu l'expérience en me promenant dans les Chilterns, et honnêtement, ça m'a surpris, parce que je ne savais pas que je passais par là, de passer au milieu de la propriété du Premier ministre, la maison de campagne, l'équivalent de notre lanterne, je ne sais plus comment elle s'appelle, et le chemin passe littéralement entre la grille et la propriété. Alors bon, il y a sans doute des flics qui surveillent quelque part, mais vous avez le droit de passer comme ça. Et dans les pays scandinaves, c'est encore plus fort, puisque vous avez le Mannensrecht, je crois, je ne suis pas plus sûr du terme, qui donne la permission de vagabonder et de camper n'importe où, à partir du moment, je crois, où on échappe, on n'est pas dans le champ de vision du propriétaire de la maison. C'est subtil, je trouve, comme norme, mais je trouve qu'elle est très humaine, très intéressante. Voilà. Et donc, nous, on va vraiment en marche arrière par rapport à ça. Et je pense que c'est non seulement rageant, mais c'est aussi quelque chose qui va profondément à l'opposé de ce que doit devenir une société plus écologique. Parce qu'on ne peut pas enfermer les gens avec, et puis ensuite réduire leurs émissions carbone et faire des calculs comptables, si on les prive de ce sentiment de la nature. Et si la nature devient trop elle-même orthogonale et simplement et réglementée, à ce moment-là, elle perd en fait sa capacité créatrice de liberté dont nous parle Élisée Reclus. Et la deuxième loi qui vient d'entrer en vigueur et qui me désole absolument, c'est sur la toponymie, puisque depuis une loi d'ailleurs bien mal nommée, parce que c'était une loi de décentralisation, la loi 3DS, depuis juin dernier, les communes ont l'obligation de numéroter et de nommer tous les chemins et tous les lieux-dits. Et là où j'habite en Normandie, c'est particulièrement saignant, puisque en Normandie, c'est un habitat extrêmement dispersé, donc des lieux-dits, il y en a partout. Et justement, ces noms correspondent à une histoire. Et s'ils sont beaux, ces noms, comme la Blancharddière, la Gabardière, enfin il y en a partout, s'ils sont beaux, c'est parce qu'ils n'ont pas été faits pour être beaux. Aujourd'hui, vous arrivez, vous donnez à notre petit coin de paradis quand vous nommez quelque chose, mais c'est pas beau tout ça. Ils sont beaux parce que la Blancharddière, c'est là où on blanchissait le linge. En fait, c'est des noms extrêmement pratiques. C'est pour ça qu'ils sont devenus beaux. Et ils ont été complètement éradiqués. Maintenant, le bocage normand, c'est Los Angeles. Vous avez des numéros 464. Et les lieux-dits sont devenus 27-2 bis route de Caen. Et alors évidemment, et pour faire quoi? Pour faire plaisir à Amazon, et toujours avec l'argument de la sécurité, comme quoi les services de secours qui pouvaient parfaitement aller dans les lieux-dits, parce qu'on peut les localiser par GPS, trouveraient leur route plus facilement. Et c'est des toutes petites choses, mais c'est des choses d'abord dont on se rend mal compte à quel point politiquement elles frustrent et elles créent un ressentiment très très fort de la population. En tout cas, c'est le cas dans mon village, par rapport à l'espèce de déclinaison centrale qui change le nom de là où ils vivent. Enfin, c'est quand même assez fort. Et qui, évidemment, éradique. Alors, la République avait déjà éradiqué les patois, c'était son projet explicite à la Révolution française. Et elle éradique aujourd'hui même les noms des lieux. C'est très violent, comme cette espèce d'arasement du territoire qui doit devenir une surface complètement plane sur laquelle l'administration ensuite peut plus facilement poser ses cases et ses numéros.
C'est vrai que c'est très intéressant cette question de nommer les choses, nommer les choses pour donner du sens et pour donner aussi une existence autrement. Cédric Villani, peut-être une lecture. Et moi, j'aurais quand même une question par rapport, vous venez de donner 2 exemples aujourd'hui désolants. On n'a encore pas totalement répondu à ce que ferait Élisée Reclus aujourd'hui. Est-ce qu'il serait capable d'aller devant le ministère de l'écologie, monter sur un poteau pour être contre la construction d'une autoroute? Est-ce qu'il se désolerait comme ça? Et deuxième question, qu'est-ce qui fait que la pensée, finalement, que cette pensée d'Élisée Reclus n'ait pas trouvé plus que ça du suivi, ou qui ne se soit pas installée? Comment on peut expliquer ça? Parce qu'on est tous là en train de parler d'Élisée Reclus, on en parle de plus en plus, je trouve. Il s'est passé quelque chose qui fait qu'elle ne se soit pas installé ou accepté. Il s'est passé quelque chose, et comme c'était indiqué, le fait qu'il y ait plusieurs rééditions aujourd'hui et qu'on en parle de plus en plus, c'est un signe d'actualité, d'avance sur son temps à l'époque certainement. Difficile de faire parler les morts, mais à coup sûr, j'y réfléchissais en même temps que j'ai écouté Gaspard en parler, il y a 4 éléments contemporains liés à l'écologie dans lesquels je suis sûr qu'ils se reconnaîtraient. Et premier élément, justement, sont ces mouvements de scientifiques en rébellion. Alors, vous évoquiez Thomas Braille, qui n'est pas un scientifique, mais qui a incarné la lutte contre le délétère autoroute 69, l'un de ces projets déments, où globalement, si vous regardez pour la société, il s'agit de dépenser 1,5 milliard pour du béton, de la destruction de bonnes terres arables, et pour un tracé qui ne sert à rien. N'importe quel projet écolo cohérent commence par limiter la vitesse sur les autoroutes à 110 km/h pour des raisons de décarbonation ou pour des raisons de sécurité. D'ailleurs, on peut s'y retrouver à gauche comme à droite, comme chez les écologistes. C'est un truc qui coule de source une fois qu'on est bien informé et qu'on a les chiffres. Et là, il existe déjà une voie à 110 km/h qui relie les points concernés, de Toulouse à Castres. Donc là, on est vraiment sur ce projet, on est sur n'importe quoi. Et là, vous avez un moment où les scientifiques, effectivement, sont mis à désobéir. Des Christophe Cassou, des Valérie Masson-Delmotte et autres ont écrit des tribunes de plus en plus fortes. Il y a eu jusqu'à 3000 ou 4000 signataires universitaires de grandes tribunes là-dessus. Et certains qui prônent des vraies actions de désobéissance. Et là, à coup sûr, Reclus s'y serait reconnu, qui déjà professait qu'on n'a pas à se conformer aux lois quand elles sont la marque d'un ordre injuste, et que, au contraire, la loi, c'était quelque chose de se contenter de la loi quand on est face à une injustice manifeste, c'est vraiment abandonné. Deuxième point dans lequel, à coup sûr, il s'est retrouvé, je pense à 2 autrices majeures des mouvements écologistes modernes, dans même la naissance, on dit parfois de l'écologie politique, Rachel Carson et Ruth Harrison, toutes les 2 très liées. Rachel Carson, c'est la fondation de la grande lutte contre le DDT, et son ouvrage Printemps silencieux, qui paraît en 1962, Réquisitoire implacable contre le DDT et tous ses dérivés, est un ouvrage écrit avec une précision scientifique extraordinaire. Elle a cherché à avoir un de ses amis, que quelqu'un dans ses connaissances, dans son réseau, qui soit spécialisé de chimie, puisse écrire cet ouvrage, mais personne ne voulait s'y coller, conscient sans doute de ce que l'industrie chimique réagira avec violence, et elle l'a fait. Et donc elle l'a fait, et donc tout est décrit avec un luxe de détails, mais en particulier chaque chapitre ou presque commence par une description des écosystèmes et de ce qu'il peut y avoir d'harmonieux dans les différentes espèces, dans le cycle des saisons, dans la façon dont un écosystème a trouvé, dans une vision qui est très darwinienne et très reclusienne. On voit les différents éléments, l'harmonie, et l'humain comme faisant partie de cette harmonie. Et là-dessus, le DDT qui vient tout détruire, exploser, ratiboiser. Donc, à coup sûr, il s'est retenu. Rachel Carson était une naturaliste au départ. Ça a été connu pour ses descriptions de la faune marine et ses ouvrages en la matière. Et Ruth Harrison, c'est le début de la conscience du combat animaliste pour les animaux d'élevage. Son ouvrage Animal Machines, jamais traduit en français, et bien sûr, la France a toujours eu 10 à 20 ans de retard sur les questions de droit animal. Et sur les pays, 10 à 20 ans de retard sur les pays anglo-saxons. Et dans Animal Machines, elle décrit très précisément ce qui se passe dans l'élevage intensif, comment les animaux sont traités, qu'est-ce qui les attend, etc. Avec à la fois une grande précision scientifique et en prenant aux sources, en allant lire vos ouvrages techniques pour avancer, et en même temps quelque chose de très empathique. Et là, à coup sûr, il serait reconnu.
Le troisième aspect dans lequel il s'est reconnu, et qui est la suite de ce deuxième, c'est le combat pour inclure dans la lutte écologiste les animaux, et non pas seulement comme une ressource qu'on veut gérer comme un ingénieur en évitant que les animaux disparaissent, etc., mais vraiment comme faisant partie de notre monde. La grande famille, c'est le titre d'un de ses écrits, la grande famille qui est celle de tous les êtres vivants, pas seulement les animaux. Alors, il n'est pas une vision du retour à la nature sauvage, Gaspard en parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, un petit détail qui ne trompe pas, il ne voit aucun problème à l'éradication du loup. Pour lui, le loup est un animal qui est parfaitement nuisible et qu'on ne pleurera pas. Évidemment, les connaissances en éthologie et les connaissances en écosystémique de l'époque étaient bien moins avancées qu'aujourd'hui. Et s'il avait eu connaissance de la complexité, la subtilité dans les sociétés loups et du rôle écosystémique qu'ils remplissent, il n'aurait pas eu cette position. Mais comme sur l'assèchement des marais, oui, il y avait cette vision hygiéniste qu'on avait à l'époque, on assèche les marais, ça permet aujourd'hui au contraire, et ça permet d'enlever la malaria, d'assainir et tout ça, mais au contraire, on a compris à quel point les zones humides sont importantes, majeures, source de biodiversité énorme. Évidemment, il était dans le savoir scientifique de son époque, et avec cette vision de progrès vers lequel on tend. Mais cette idée que les animaux qu'il faut être avec eux est extrêmement importante. Voici un texte, un petit morceau, une petite phrase qu'il a dans une autre lettre de jeunesse qui... Voilà, si nous devions réaliser le bonheur de tous ceux qui portent figure humaine et destiner à la mort tous nos semblables qui portent museau et ne diffèrent de nous que par un angle facial moins ouvert, nous n'aurions certainement pas réalisé notre idéal. Pour ma part, j'embrasse aussi les animaux dans mon affection de solidarité socialiste. Alors, Élisée Reclus est l'exact contemporain de Louise Michel. Ils sont nés tous les deux en 1830, morts tous les deux en 1905. Et Louise Michel est sans doute la première grande figure politique de l'anarchie, de la Révolution, qui a explicitement dit les animaux aussi sont victimes d'oppression et un vrai combat socialiste doit embrasser les animaux dans cette cause. C'est pas quelque chose qui s'est imposé, qui a perduré. Et bon sang, qu'est-ce que j'ai eu d'ennui avec mes copains socialistes dans telle ou telle campagne quand je voulais porter telle ou telle cause animale et on me resservait l'argument tant entendu depuis 170 ans. Ah mais non, mais il faut d'abord s'occuper des humains, on verra après pour les animaux, etc., etc. Mais Reclus comme Michel, qui sont exacts contemporains, l'un et l'autre disent le vrai socialisme, le vrai projet qui vise à la libération des chênes s'occupe aussi de la libération des animaux. Plus tard, ça sera repris par Rosa Luxembourg, qui est grande théoricienne marxiste, qui parle de la façon dont elle assiste à plus spectacles épouvantables de bœufs qui se font martyriser alors qu'elle est en prison. Et on retrouve aussi, donc c'est très minoritaire, hein, mais on a ces trois très grandes figures morales et qui toutes se sont engagées, qui toutes les trois ont fait de la prison, Louise Michel, Élisée Reclus et Rosa Luxembourg, et qui elles aussi ont ce combat animaliste. Et la quatrième chose dans laquelle Reclus se reconnaîtrait à coup sûr, c'est le combat dans certains endroits pour donner des identités aux éléments, aux montagnes, aux fleuves justement, et à ce qu'ils aient des droits. Et quelque chose qu'on trouve dans l'histoire d'un ruisseau, l'histoire d'une montagne, c'est décrit vraiment comme des éléments qui interagissent avec nous, qui sont plus anciens que nous, avec lesquels parfois on tente de se mesurer, mais on reste bien microbe par rapport à eux, etc. Et ils ont leur vie, ils se combattent, ils interagissent avec les humains depuis l'Antiquité, mais ils ont comme leur personnalité. Et ça rejoint extrêmement bien ce que les activistes ou les avocats de droit environnemental aujourd'hui tentent de faire quand on peut avancer en reconnaissance les droits du fleuve Tavignan ou en Corse, les droits de la Loire portés par un Camille de Toledo, etc., etc. Je vais vous lire un tout petit extrait comme promis, en rapide parce que le temps passe, mais où il parle dans un petit extrait, un petit texte qui s'appelle, où il parle du végétarisme. Le texte est paru, il l'a écrit quelques années avant sa mort, mais il y parle de son enfance et comme toujours, il mélange des considérations de haut vol avec des considérations très très sensibles, son expérience personnelle. Il fait des allers-retours entre l'intellectuel et entre l'esprit et le cœur. Et il nous raconte, il nous dit comment il en est arrivé, donc c'est un petit texte qu'il écrit pour une société végétarienne, il dit comment il en est arrivé à ça. Et il dit « La recherche de la vérité pure ne fut pour rien dans les premières impressions qui firent un végétarien virtuel en puissance du petit gamin que j'étais, portant encore une robe d'enfant. Je me rappelle distinctement l'horreur du sang versé. Une personne de ma famille, me mettant une assiette en main, m'avait envoyé chez le boucher du village avec prière d'en rapporter je ne sais quel débris saignant.
Innocente et peureux, je partis allègrement pour faire la commission et pénétrer dans la cour où se tenaient les bourreaux de la bête égorgée. Je me la rappelle encore, cette cour sinistre où passaient des hommes effrayants, tenant à la main de grands couteaux qu'ils essuyaient sur des sarraux aspergés de sang. Sous un porche, un cadavre énorme me semblait occuper un espace prodigieux. De la chair blanche, un liquide rose coulait dans les rigoles. Et moi, tremblant et muet, je me tenais dans cette cour ensanglantée, incapable d'avancer, trop terrorisé pour m'enfuir. Je ne sais ce que je devins, ma mémoire n'en garde pas la trace. Il me semble avoir entendu dire que je m'évanouis et que le boucher compatissant me rapporta dans la demeure initiale. Je ne pesais pas plus qu'un de ces agneaux qu'il égorgeait chaque matin. Vous voyez la comparaison explicite qu'il fait entre lui, petit enfant, et l'agneau qu'il égorge. Et après, il prend un autre exemple. Je vois le porc des paysans, bouché d'occasion et d'autant plus cruel. L'un d'eux saigne lentement l'animal pour que le sang s'écoule goutte à goutte, car il est indispensable, paraît-il, pour la bonne préparation des boudins, que la victime ait beaucoup souffert. Elle crie en effet d'un cri continu, coupé de plaintes enfantines, d'appels désespérés, presque humains. Il semble que l'on entende un enfant. Et le cochon domestique ne fut-il pas en effet pendant une année l'enfant de la maison, gavé en vue de l'engraissement et répondant par une affection véritable à tous ces soins qui n'avaient pour but que de lui donner une épaisse couche de lard? Et quand le cœur répond au cœur, quand la ménagère chargée de soigner le porc se prend à l'amitié de son pupille, le caresse, le flatte et lui parle, ne paraît-elle pas ridicule? Comme s'il était absurde, presque déshonorant d'aimer un animal qui nous aime. Une de mes fortes impressions d'enfance est d'avoir assisté à l'un de ces drames ruraux. L'égorgement d'un cochon accompli par toute une population insurgée contre une bonne vieille, ma grand-tante, qui ne voulait pas consentir au meurtre de son gras ami. De force, la foule du village avait pénétré dans le parc à cochons. De force, elle emmenait la bête à l'abattoir rustique où l'attendait l'appareil d'égorgement, tandis que la malheureuse dame, affalée sur un escabeau, pleurait des larmes silencieuses. Je me tenais à côté d'elle et je voyais ses pleurs, ne sachant si je devais compatir à sa peine ou croire avec la foule que l'égorgement du porc était juste, légitime, commandé par le bon sens aussi bien que par le destin. J'entends, Gaspard Koenig, je vais vous donner aussi la parole, mais sur les animaux, on reste un tout petit peu, puisque c'est aussi quelque chose d'important. Moi, ce que j'entends aussi dans ce texte, c'est aussi la langue, bien évidemment. C'est quand même un écrivain, Élisée Reclus. La langue est incroyable, alors c'est aussi une langue de son époque, hein, et il y a quelque chose... Mais ce que je vois aussi, est-ce que c'est pas aussi sa grande sensibilité au monde qui permet... cette approche-là des animaux et de la nature? Ça, c'est ma première question. Donc, est-ce que on a tout à gagner de rester sensible et de garder cette part d'enfance, hein, que lui avait tenté de garder, je crois, toute sa vie? Ça, c'est une première chose. Et le rapport animal, ça, c'est vous qui le dites aussi, Gaspard Koenig, dans votre livre, c'est que il y a cette question, je crois, de non-domination de l'homme sur le reste du monde, non-domination de l'homme sur la nature et non-domination de l'homme sur les animaux. Il ne voulait pas que les animaux servent l'homme, mais soient plutôt des compagnons. Il y a ces trois choses que je vois. Donc cet écrivain, cette sensibilité, cette part d'enfance gardée, et la question de la domination de l'homme sur le reste. Martine et Gaspard, tous les trois même. Hein. Et on finira peut-être sur une lecture ou des lectures. Oui, non, c'était pour répondre à la question précédente. Pour quelles raisons, finalement, Élisée Reclus, qui paraît aujourd'hui si moderne, ou en tout cas utile pour penser les rapports entre homme et nature, plus généralement l'écologie politique, j'ai envie de dire, et la politique de l'écologie, pourquoi est-ce que cet auteur a été marginalisé ? Et là, c'est vrai qu'il y a eu... Là, il faut quand même évoquer, je pense, les historiens de la géographie et qui ont donc récemment dirigé cet ouvrage qui est paru en septembre, là, Élisée Reclus, les 101 mots, aux éditions des Presses du Réel, qui est un travail au long cours parce que ça a été engagé en 2014. Donc c'est vrai que c'est le fruit de 10 ans en fait de discussion dans cette communauté de géographes et d'historiens qui étudie donc à la fois l'écriture, les concepts de Reclus, mais aussi la diffusion de Reclus, et ce rendez-vous manqué à de nombreuses reprises. Alors il a été distingué, il a obtenu des médailles, les sociétés savantes ont reconnu son travail, mais ensuite il a été très peu finalement mobilisé. Alors d'abord parce qu'il n'a pas formé de disciples, même pas son neveu en fait, donc il a... Oui, Paul, voilà, exactement. Donc même son neveu en fait, et pas...
Ben oui, voilà. Paul Reclus, on ne veut qu'il critique en disant oui, mais le style d'Élisée Reclus est un peu enfantin, un peu naïf, Exactement. gentillet. Exactement. Qu'il est voilà, même pas, il n'y a même pas cette continuité, disons, cette appropriation de l'héritage. Et alors ensuite, l'autre aspect que je trouve intéressant, c'est aussi un aspect en fait politique, parce que la politique en fait d'Élisée Reclus, qui est une politique finalement qui traite très peu de l'État. Va être en concurrence et un peu phagocytée, puis ensuite carrément marginalisée par l'école allemande qui va émerger juste après et qui, elle, va devenir très dominante dans la pensée de l'organisation du monde et du territoire autour d'une géopolitique qui fait de l'État l'élément central, qui en fait même une entité anthropomorphique et voilà, qui a besoin de cet espace vital, voilà, et donc qui est en concurrence avec ses voisins, et on voit où ça mènera. Donc la perspective politique d'Élisée Reclus, qui était une politique alors non étatique ou para-étatique, voilà, je ne sais pas comment la décrire, fédéraliste, voilà, fédéraliste, en fait finalement correspond pas à exactement, voilà. Et donc là, je pense qu'il y a aussi cette modernité contemporaine autour, en fait, de phénomènes qui sont induits, ouais, en partie par la transition écologique. Et notamment, on en parlait. Alors, t'évoquais les coopératives, mais en fait, les communs également avec Elisor Nostrom. Mais il y a aussi autour d'eux, donc pas seulement la ressource en eau, mais autour d'autres ressources comme l'électricité. Aujourd'hui, un développement de commun et quelque part, en fait, une évolution de l'État central qui avait ce monopole sur la production électrique, particulièrement en France, vers une production électrique décentralisée autour de coopératives, d'associations, etc. Donc c'est aussi pour ça, moi je pense que c'est un penseur qu'on redécouvre, parce que quelque part, sa pensée politique et géographique correspond aussi à des évolutions, en fait, dans la création de nouvelles entités collectives autour de production de ressources et de leur gestion. Oui, mais c'est bien d'ailleurs pour ça qu'Élisée Reclus, puisqu'on parlait de politique contemporaine, n'aurait pas été adhérent à Europe Écologie Les Verts, qui eux parlent de planification, d'État écologique européen, d'État-providence écologique, et qui fondent beaucoup la transition justement sur l'action de l'État qui va planifier différentes réductions. Et quand on parle, je pense que quand on parle de la biodiversité plus que du carbone, on arrive sur des politiques justement beaucoup plus libertaires, beaucoup plus décentralisées, mais qui sont pas forcément, enfin, qui sont très alternatives par rapport au modèle de transition qu'on nous propose aujourd'hui. Pour réagir à tout ce qui vient d'être dit et peut-être conclure, sur le fait justement sur cette sensibilité presque un peu naïve dont on a parlé. C'est vrai qu'il a un style qui est très presque lamartinien, romantique par moments, mais bon, qui en même temps fait plaisir parce qu'on voit que c'est un homme, je dirais, c'est un peu comme l'extrait qu'a lu Cédric, enfin ce que tu racontais au début sur le procès. Transpire dans ses textes, je vais le dire naïvement, une grande bonté. Quelqu'un qui a l'air vraiment très sympa et très sincère. Et donc cette naïveté, elle fait du bien quand même par rapport à des textes philosophiques toujours, enfin parfois trop voilà, prétentieux. Et je retrouve cette phrase qu'il écrit, alors toujours dans le même livre, l'histoire d'un ruisseau, c'est celui que j'ai sous la main. Il dit le voyage. Bon, il parle de son plaisir du voyage sur le fleuve. Et il dit « Les conventions de la vie ont réussi à faire de la plupart d'entre nous des êtres guindés et bizarres, humiliés de se sentir heureux d'un rien. » Et c'est pas le rayon de soleil qui vous touche le matin, le chant de l'oiseau, etc. Arrêtez de considérer que c'est des naïvetés, des trucs un peu bobos, un peu cucu, etc. C'est très important d'aimer ça. Et c'est très important de le dire aussi. On aimerait bien entendre les écologistes nous parler, évidemment, du fait que tout est foutu, que le niveau de carbone de concentrate de ppm est intenable, etc. Mais aussi de s'émerveiller de la lumière du matin et du chant des oiseaux. Et je pense que politiquement, ça peut être assez puissant d'ailleurs, parce que ça parle à tout le monde. J'imagine le débat où tout le monde parle des oiseaux et des petits ruisseaux. Et mais oui, un peu, voilà, un peu, ou du moins en le rappelant, en partant de là. Sur la non-domination, pardon, je prends voilà, un peu dans le désordre. Sur la non-domination, ça me fait vraiment... Effectivement, donc il est pour un rapport de l'homme à l'animal, très clairement. Et alors, encore une fois, j'avais traversé l'Europe à cheval, je fais toujours beaucoup de cheval, donc je parle à ce milieu-là, et je vois des animalistes qui nous disent qu'il faut laisser les chevaux à état sauvage. Mais d'abord, ça veut rien dire en France aujourd'hui d'être un cheval à état sauvage, parce qu'un cheval, il va être forcément dans un espace clôturé, ça n'existe plus les grands espaces ouverts, à part encore en Irlande.
Et donc, de toute façon, il va être nourri, donc il va pas être sauvage. D'ailleurs, même les races de chevaux sauvages sont quasiment introuvables. C'est les chevaux de Przewalski qu'on voit revenir d'ailleurs de manière intéressante du côté de Tchernobyl. Et donc, ça n'a pas tellement de sens. En revanche, le sens de la relation de l'homme au cheval est de lui permettre de l'aider à accomplir son destin de cheval. Et ça, je pense vraiment que c'est possible. Au point où quand Montaigne parle de sa relation avec le chat, avec sa chatte, il dit « je ne sais plus qui joue avec qui ». Et c'est ce qu'on sent parfois à cheval. On ne sait plus en fait qui a décidé de s'arrêter ou de faire une pause ou de tourner à droite. Et c'est là que la relation devient en fait intéressante. Et dernière chose sur les positions d'Élisée Reclus aujourd'hui, enfin bon, voilà, très hypothétique. Ah oui, alors un petit désaccord quand même avec Cédric sur le droit des fleuves. Parce que je pense justement, alors d'ailleurs je note que dans Par-delà nature et culture, Descola est très sceptique sur le droit des fleuves. Parce qu'il y voit une forme d'anthropomorphisme du droit. Au fond, les droits humains que nous avons créés, les droits fondamentaux, sont des droits qu'on peut d'abord, qui sont des droits de préhension, qui sont avant tout des droits agraires, des droits de propriété. Donc il y a quelque chose de paradoxal sur le fond à donner des droits qui sont avant tout des droits construits presque contre la nature, de les donner à la nature elle-même. Quelque chose de paradoxal, quelque chose d'assez anthropocentrique. Et quelque chose surtout du point de vue d'Élisée Reclus de très conservateur, parce qu'au fond si je donne un droit à la Loire de rester la Loire, je l'empêche aussi d'évoluer y compris avec l'humain. Et si le fleuve en plus, qu'est-ce qu'un fleuve? Parce qu'un fleuve, il ne faut pas tomber dans l'animisme, c'est un scientifique, il est conscient de la rupture épistémologique bachelardienne qui fait qu'on sait que les fleuves n'ont pas d'âme, que ce sont des gouttes d'eau tout de même. Et donc évidemment, ils sont en contact, et un fleuve, il est en contact avec les nappes qui l'entourent, avec énormément d'autres choses. C'est pas une entité immobile. Et donc s'il change de cours, si on le reméandre, par exemple, est-ce qu'on va considérer que ça va contre son droit à être lui-même? Non, on va considérer que c'est très bien de reméandrer un fleuve. Mais est-ce que tout d'un coup, quelqu'un va pas vous faire un procès en disant non, c'est contre le droit de la Loire d'être reméandré? Donc, et moi dans mon livre, je me propose d'attacher plutôt des devoirs au droit de propriété humain, comme je le disais sur le modèle allemand, quelque part, en disant il faut assumer que ces droits, c'est une conception anthropique, et donc il faut aller jusqu'au bout de la logique et dire vous avez aussi le devoir de préserver et de développer la biodiversité, plutôt que de ramener le droit à l'élément naturel qui n'a rien demandé. Donc voilà, et surtout sur l'aspect conservateur du droit, alors c'est tellement balbutiant qu'on n'a pas tellement de retour d'expérience, puisqu'il y a 1 ou 2 droits des fleuves qui ont été posés dans le monde. Je comprends que ça soit sympathique et poétique comme notion, mais je me méfie pour ces raisons-là. Et dernière chose sur ces aspirations possibles aujourd'hui. Donc moi, j'ai fait vraiment de longues recherches pour trouver des philosophes qui parlent de l'humus. J'avais même demandé à ChatGPT, en désespoir de cause, hein, vraiment. Et ChatGPT m'avait dit, oui, c'est chez Rousseau dans l'Émile. J'ai dit formidable, quelle est la citation? Il me sort une longue citation incroyable où Rousseau parle de l'humus et du compost et tout ça. Et donc je recherche quand même par acquis de conscience dans l'Émile, c'était totalement inventé. Voilà, c'était très bien fait d'ailleurs, et je lui dis c'est faux, il me dit oui, désolé. Donc, puisqu'on parlait d'intelligence artificielle, Cédric, là je trouve qu'on reboucle nos 2 sujets. Voilà, bon. Alors, et donc par des recherches non informatiques, j'ai fini par trouver, enfin dans Reclus justement, cette définition de l'humus, sol végétal, une sorte de membrane proligère constituée par la désorganisation de la vie et produisant la vie à son tour. Et il développe sur quelques pages le fait que c'est l'humus qui permet en fait de transformer la mort en vie. D'ailleurs, il ne parle même pas de la mort, il définit la mort comme la désorganisation de la vie. J'aime bien cette manière de définir la mort par la vie. Et c'est l'humus qui finalement permet le progrès auquel il est attaché, parce que c'est lui qui va décomposer la matière organique et qui va décomposer des molécules qui sont soudées dans des corps carbonés, organisés, et qui va permettre à d'autres éléments ensuite de venir au monde, alors que s'il n'y avait pas cet humus, eh bien, notre horizon serait bouché des cadavres de plantes et d'animaux qui ne se décomposeraient pas. Et il faut, pour que le progrès advienne, que l'évolution naturelle continue son cours, que les civilisations continuent d'exister et de se réinventer, il faut que les choses se détruisent. Et ça vaut pour le sol et la fertilité naturelle du sol, mais ça vaut aussi, je pense, pour nos bâtis politiques et institutionnels. Il faut admettre que les choses... Il ne faut pas penser que la Ve République est éternelle et compagnie. Les choses doivent pouvoir se détruire, se corrompre, retourner à l'humus pour que d'autres puissent naître. Voilà.
On a encore 5 minutes devant nous, juste pour vous citer. Vous dites dans un monde sans Dieu, l'humus donne un sens à la mort, indissociablement lié à la vie et à ses évolutions. Est-ce que les 5 dernières minutes ont permis 2-3 questions? Ça vous va? Un petit mot. Voilà. Et Cédric Vienne, allez-y. Il va Sur se défendre sur le droit des fleuves. Sur la question du droit des fleuves, d'abord, les plusieurs objections que tu as indiquées sur les fleuves s'appliquent aussi au principe même du droit des entreprises. Bon, alors là, voilà, on voit là qu'il y a un angle d'attaque sur le CDI et tout ça. Et on pourrait développer, mais en tout cas, je garde ma position en désaccord respectueux et on pourra demander à ChatGPT de nous départager comme l'oracle des temps modernes. Et pour ce qui est des partis, sans doute il aurait pas, il aurait sans doute pas adhéré à ELV en effet. Je ne sais pas s'il aurait adhéré à un parti ou peut-être l'Union communiste libertaire, qui est sans doute le plus proche aujourd'hui de la ligne qu'il portait. Pirate, trop technophile à mon avis pour lui. Même si on ne sait pas à mon avis un peu trop technophile, c'est des gens bien les pirates, mais enfin le parti pirate avec un peu quelques soubresauts politiques des derniers temps. Mais enfin bon, on peut que, mais à coup sûr il serait sans doute dans un petit parti minoritaire, et si on lui disait quand même tu crois pas que ton devoir dans un parti qui agit, je pense qu'il aurait répondu, il aurait dit de façon très élégante quelque chose qui veut dire en substance je vous emmerde et je fais ce que je veux. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions dans la salle? Oui. On est là, en bas, madame là. Mais allez-y, madame. Est-ce qu'Élysée Reclus aurait été à l'aise de participer à une rencontre scientifique dans laquelle la liberté d'expression est bâillonnée, dans une ville qui interdit toute manifestation et rassemblement à caractère revendicatif dans un périmètre de 300 mètres autour de chacun des établissements du FIG, et qui a valu à un participant hier d'être expulsé de l'IULT? Merci. Merci pour ces échanges très enrichissants. J'aurais une question vraiment sur la philosophie d'Élysée Reclus. Le connaissant comme anarchiste, j'ai été très interpellée par la place que vous donnez à la civilisation dans sa pensée. Et en particulier, ce qui m'interpelle, c'est la relation à la loi. C'est-à-dire, je n'imaginais pas une telle place à une forme de loi qui, pour moi, semble naturelle chez un anarchiste. Alors, est-ce que c'est la tradition protestante? Et j'aurais une deuxième question plutôt en ouverture aux mathématiciens. Là encore, j'ai été très intéressée quand vous avez donné cette citation de l'anarchie comme la plus haute expression de l'ordre. Et alors, j'aimerais beaucoup avoir votre opinion sur une idée qui m'habite depuis longtemps et selon laquelle le chaos répondrait peut-être à un ordre établi. Alors voilà. On va commencer par celle-ci qui est la plus simple et dont on pourrait beaucoup parler. Mais l'une des grandes aventures de l'histoire des sciences, c'est la découverte de lois qui régissent le hasard. C'est une aventure qui commence au XVIIe siècle, quand il y a les fameux échanges entre Pascal et Fermat qui donnent naissance au calcul des probabilités, et qui continue au XVIIIe siècle avec la découverte par Abraham de Moivre de la loi normale, comme on l'appelle, la loi gaussienne. Et tout le long du XIXe siècle, on découvre son importance. Des gens comme le statisticien Adolphe Quetelet, les physiciens comme Maxwell et Boltzmann ont deviné l'apparition de la loi gaussienne dans les lois de la physique fondamentale, comme les statistiques des vitesses dans les atomes, la fameuse théorie atomique de Boltzmann, par analogie avec ce qu'on connaissait déjà de phénomènes de la vie courante et de la société. Maxwell, le physicien, avait lu Quetelet, le sociologue et statisticien, et savait combien les lois gaussiennes étaient omniprésentes dans les sociétés humaines, et a compris, sur la base d'arguments mathématiques qu'il a mis explicitement, combien les lois gaussiennes devaient jouer. Et peut-être celui qui en a parlé avec les accents les plus élégants, c'est Francis Galton. Francis Galton,
j'ai pas les dates exactes en tête, mais il devait être contemporain de Reclus. Je pense que c'est fin 19e, tout début 20e. Et Galton, dans un de ses textes, décrit, il dit je ne connais rien d'aussi extraordinaire et impressionnant que la loi normale qui apparaît dans tous les domaines. Plus c'est chaotique et meilleure elle apparaît. C'est la déesse suprême du chaos. Et il dit même les Grecs l'auraient déifiée et personnifiée s'ils l'avaient connue. Et donc, c'est quelque chose qui apparaît aussi, cette conscience. Enfin, mathématiquement, ça commence au XVIIe siècle, mais c'est au XIXe siècle vraiment qu'on en prend pleinement conscience. Marx en avait conscience, et ça participe à sa vision de l'histoire humaine comme déterminée. Malgré l'apparence de chaos, il y a des lois qui doivent s'appliquer. Marx a écrit des traités mathématiques, d'ailleurs, un traité sur le calcul différentiel et un traité sur le calcul intégral, et ça faisait partie de sa vision du monde. Et c'était ça a animé, peut-être Reclus lui-même directement, je ne sais pas, mais un certain nombre de personnes dans l'entourage, dans le cercle de Reclus. Darwin était conscient de ce genre de choses, et Galton, qui est venu plus tard. Les statisticiens ont joué un rôle majeur dans la mise en place du darwinisme. Après Darwin, il y a eu les Galton, Fisher et quelques autres qui ont mis bien fait le mariage entre l'évolution apparemment anarchique des espèces et les grandes lois statistiques des mathématiques. Sur la civilisation, Gaspard Koenig, on finit avec ça. Justement, c'est ça qui m'intéresse chez Reclus, c'est que c'est un anarchiste qui néanmoins embrasse l'idée l'idée des Lumières, comme je disais au début, d'un progrès, je dirais, d'un progrès naturel, au sens où l'évolution naturelle progresse. Et pourquoi elle progresse? Parce qu'elle apprend de ses erreurs. Et on dit parfois que Reclus a emprunté sa philosophie de l'histoire à Giambattista Vico, qui est un des premiers historiens italiens du XVIIe, si je ne me trompe pas, et qui parle de l'histoire non pas comme d'une ligne droite, mais d'une succession de progrès et de ricorsi, dit-il, c'est-à-dire de regrets. Regrets au sens G-R-E-S, et aussi peut-être E-T-S. Et donc il dit, il n'y a pas de ligne droite qui fait que de manière eschatologique, nous irions vers le mieux. Mais il y a l'idée que nous faisons des erreurs, et que c'est à partir de ces erreurs que l'on peut en spirale, si vous voulez, rebondir et aller vers un état supérieur, simplement parce qu'on aura éliminé quelque chose qui faisait souffrir. C'est ce que fait l'évolution naturelle en permanence. L'évolution naturelle est fondée, Cédric, tu me corrigeras, est fondée sur les erreurs en l'occurrence de reproduction de la chaîne ADN qui construisent à des... Pas d'erreur, pas d'évolution. Nous sommes tous les fruits d'innombrables erreurs de transcription répétées. D'ailleurs, c'est ce qui me gêne souvent dans l'IA, c'est qu'elle élimine, ce sont des constructions informatiques qui essayent d'éliminer l'erreur et qui vont aboutir à une optimisation qui empêche le progrès parce qu'elles empêchent l'erreur, justement. Et donc, l'erreur, et pour qu'il y ait du progrès, il faut reconnaître l'erreur. Et je pense que c'est ce qu'on n'arrive pas à faire, en fait, aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est bloqué. On n'arrive pas à reconnaître nos erreurs. Sur la question du sol, c'est évident. C'était une erreur de mettre tous ces produits dans le sol. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est assez grave, mais il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à avoir. Si on le reconnaît, qu'on le dit, qu'on dit désormais on a compris. La science moderne nous informe qu'on peut faire de l'agroécologie, qu'on peut donner des solutions fondées sur la nature aux problèmes posés par la nature, etc. Et que ça va nous permettre d'avancer. Mais là, on est un peu bloqué dans une forme d'arrogance qui consiste à éliminer l'idée d'erreur, à la fois sur le plan sociétal, historique, informatique. Et c'est ça je trouve que c'est ça qui nous bloque. Mais j'aime bien l'idée quand même ultime de Reclus que notre civilisation doit inclure justement, n'est pas construite contre la nature, qu'il y a cette opposition entre le sauvage et le civilisé n'a pas lieu d'être, que notre civilisation inclut la question de la nature et de l'animal. Et je parlais tout à l'heure de Rachel Carson et le DDT. Et il faut avoir conscience qu'il y a eu une époque où le DDT était considéré comme le nec plus ultra de la science. Prix Nobel, je vérifie à l'instant, 1948, prix Nobel à Hermann Müller pour la découverte des propriétés hygiénistes du DDT. Et on était convaincus que ça allait amener l'humain sur une nouvelle trajectoire de civilisation et ainsi de suite. Et c'était de bonne foi.
Et puis, une génération plus tard, on se rend compte, non, mais c'est une calamité parce que ça détruit d'une part, ça détruit les écosystèmes. D'autre part, c'est trop puissant et on l'utilise n'importe comment sans chercher à comprendre ce sur quoi on l'applique. Puis, il y a les résistances qui arrivent, etc., etc. Si on le reconnaît de bonne foi, comme dit Gaspard, c'est comme ça. On s'est trompé et le monde entier se trompe, depuis les gamins jusqu'aux États, en passant par les sociétés savantes. Non, mais entre-temps, DDT s'est constitué en grande industrie avec des intérêts constitués. Donc la cabale qui a été mise en place contre Rachel Carson a été phénoménale. On a expliqué que c'était qu'elle voulait renvoyer l'humanité dans les cavernes. C'était les paroles utilisées par le porte-parole de l'industrie de la chimie. Et donc ici, il y a évidemment un projet qui est perverti. Je profite de ce que disait Gaspard très justement sur l'erreur fondatrice et génératrice pour faire un placement de produit. Il y a une dizaine d'années, j'ai écrit un petit texte qui s'appelle « Ode à l'imperfection », où je parle de grandes erreurs fécondes, de grandes erreurs importantes, depuis les exemples des plus grands scientifiques jusqu'à nos erreurs de transcription qui permettent l'évolution, en insistant, paradoxalement peut-être pour un scientifique, mais en fait non, à quel point c'est fécond et important qu'il y ait des erreurs un peu partout. Alors voilà, on va faire l'instant de réclame pour remercier donc l'Aude à l'imperfection, Cédric Villani, Nos lieux communs, sous la direction de Michel Bussy, Martine Dreux et Fabrice Argounès, et le dernier livre de Gaspard Koenig, Agrophilosophie, réconcilier nature et liberté. Merci beaucoup à vous trois, merci beaucoup.